Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Studio 10, très heureux de vous accompagner aujourd'hui. Au sommaire, on va parler résolution, où en sont les téméraires qui se sont prêtés au jeu des promesses. Puis Studio 10 vous emmènera au cœur de la 18e édition du Festival de la radio Longueur d'onde du côté de Brest. Vous aurez le droit au traditionnel débat de Studio 10 aujourd'hui, axé sur l'application au cœur des polémiques Élysée. Valentin, un étudiant à l'ISCP, a enquêté sur l'application, il nous rejoindra pour en parler. Enfin, nous terminerons avec les chroniques politique, alimentation et Saint-Valentin sont au programme, alors démarrons. Les Parisiens tiennent-ils leurs résolutions ? Elisa et Kim sont allés à leur rencontre pour dresser un premier bilan un mois après les promesses. Un peu plus d'un mois après la nouvelle année, nous nous retrouvons sur les quais parisiens pour demander aux Parisiens s'ils ont tenu ou non leurs résolutions. J'apprends le français et j'ai décidé je vais apprendre le français bien. Ce mois, j'ai étudié toujours. J'étais censée arrêter de fumer. Là, ça fait 3 mois que je fume pas de clope. Et là, j'ai craqué aujourd'hui. Alors, j'ai essayé, c'est-à-dire truc très cliché. Janvier, je me suis dit, ok, petit programme sportif, tranquillement. Et du coup, en fait, c'était un programme de squat. Première semaine, carré, tranquille. Deuxième semaine, ovale. Tu vois, ça commence à être un peu tordu. Et troisième semaine, ça commence à être dur. Au bout de 300 squats, c'était vraiment compliqué. Et du coup, j'ai tenu 3 semaines sur un mois. Moi, j'ai décidé que je voyagerais cette année. C'était presque les mêmes résolutions que je fais tous les années. Et que c'est la bonne santé, le sport et essayer de vivre le plus heureux possible l'année entière en fait. Donc c'est de récupérer du temps de lecture sur le temps des écrans. Oui, certainement, de voyager à nouveau et de refaire du vélo comme on a l'habitude d'en faire. C'est un peu les mêmes résolutions avec en plus l'essai d'arrêt définitif de la cigarette électronique et des quelques cigarettes que je fume de temps en temps. Et c'en est où là ? C'est positif. Résolution, Elisa, est-ce que toi t'as pris des résolutions pour 2022 ? Oui, pourquoi pas parler mieux anglais. Parce qu'on est allé sur les quais, on a rencontré des gens qui venaient des 4 coins du monde. Et avoir un anglais pas top, ça aidait pas trop, donc pourquoi pas apprendre l'anglais. Et est-ce que tu as déjà démarré ou est-ce qu'il y a un mois où tu comptes te lancer dans l'apprentissage de l'anglais ? Progressivement, j'ai pas forcément démarré, c'est constant. Alors évidemment, Elisa, c'est pas la seule à qui je vais demander les résolutions, vous vous doutez bien. Allez, au hasard, Tim, est-ce que tu as pris des résolutions pour 2022 ? Alors pour le moment, non. Ah. Mais on va continuer dans la branche du journalisme et on va essayer de faire au mieux pour arriver à nos fins. Kim, peut-être plus sérieuse, plus organisée. Est-ce que toi, tu as pris des résolutions pour 2022 ? Bien sûr, moi j'adore prendre des résolutions au début du mois de janvier. Plus de sport pour moi cette année, puisque au début du semestre de journalisme, je me suis focalisée dans les études, j'ai un peu délaissé le sport. Donc maintenant, je me remets au sport. Et Violaine, tu n'échapperas pas à la question. Toi, les résolutions, alors, est-ce que tu as démarré ou est-ce que tu en es ? J'ai pris une résolution, c'est de prendre plus de temps avec mes proches. Donc j'ai commencé et puis je pense que ça va tenir. C'est pas une résolution trop difficile. Oui, ça devrait aller. On poursuit avec le prochain reportage. Après une édition 2021 annulée pour restrictions sanitaires, vous savez, beaucoup d'événements ont été annulés. Le Festival de la radio a fait son grand retour pour une 18e édition, du côté de Brest. Louise et Malo vous font découvrir un événement que vous ne voudrez plus rater. Du 26 au 30 janvier se tenait la 18e édition du Festival Longueur d'onde à Brest. Après une édition 2021 annulée à cause des restrictions sanitaires, le plus grand festival de radio de France a fait son retour. Au rendez-vous, de nombreux ateliers autour de l'univers de la radio, de la création sonore et du podcast. L'atelier des Capucins accueillait pendant 4 jours la phase journalistique de la radio. De multiples thèmes comme le judiciaire, la politique, l'écologie ou encore le social sont abordés. Je pense que ce festival pour la radio, c'est un moment où convergent des idées, des personnes, des personnalités, des façons de penser la radio qui sont extrêmement différentes et qui renvoient à ce qui fait que nous avons monté ce festival où on écoute des autres, on apprend à vivre avec les autres et où on se rend compte qu'on n'est rien sans les autres. C'est aussi l'occasion idéale pour les professionnels du milieu d'échanger entre eux, mais également avec les amoureux de la radio. Moi, ce que je viens chercher, en tout cas, c'est de l'échange avec les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas la science infuse, je ne pense pas que je sais absolument faire tout correctement. Donc, moi, j'attends des échanges surtout avec les gens. C'est-à-dire que, oui, ok, on me donne 1 heure pour parler de ma pratique, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir
tiens, est-ce que ce que j'ai fait écho à d'autres personnes? Tiens, ce que j'ai réalisé là, est-ce que d'autres personnes l'ont fait et comment ils l'ont fait? Le festival Longueur d'onde permet de vivre la radio de l'intérieur et de rester accroché aux valeurs de ce média. Merci Louise de nous avoir rejoints. Alors déjà, est-ce que le festival t'a plu? Oui, énormément. Donc c'était un festival à taille humaine, donc j'ai trouvé ça plutôt agréable d'y aller. Il y avait plusieurs conférences toutes les heures, donc il y avait un panel de choix incroyable, donc c'était vraiment bien. En tant qu'étudiante en journalisme, j'ai certes trouvé ça intéressant, mais j'ai surtout trouvé ça enrichissant d'y aller et pour participer au festival et pour voir comment était composé le monde de la radio. J'ai adoré discuter avec des gens qui, certes, travaillent dans la radio, mais qui sont aussi passionnés de radio. Est-ce que, tu parles de conférences, est-ce que tu as retenu une conférence en particulier? Alors, j'ai assisté à plusieurs conférences, mais il y en a une qui m'a plutôt touchée. C'était une conférence sur les attentats de Charlie Hebdo. Oui. Et donc, j'ai pu écouter plusieurs podcasts réalisés par des témoins. Et donc, avoir les témoignages des gens qui étaient présents à ce moment-là, c'était très poignant. Donc, j'ai vraiment trouvé cette conférence en particulier, c'est vraiment intéressante. Alors évidemment sur Studio 10, pour chaque portrait, chaque émission, chaque reportage, on conseille les gens. À qui tu pourrais conseiller ce festival pour la prochaine édition? Alors ce festival, je pourrais déjà le conseiller aux passionnés de radio, premièrement, parce que c'est un petit peu le but de Festival Longueur d'onde. Mais je pourrais aussi le conseiller aux personnes qui travaillent dans la radio, pour qu'ils puissent discuter avec leurs confrères des différentes techniques. Je peux aussi le conseiller aux curieux, tout simplement. Donc aux curieux qui veulent découvrir ce qu'est la radio, mais surtout comment ça fonctionne. Mais aussi aux étudiants, que ce soit étudiants en journalisme ou étudiants dans la production sonore, par exemple, pour qu'ils puissent s'imprégner des différentes techniques, mais surtout pour qu'ils puissent discuter avec des professionnels. Eh bien, merci Louise, il n'est jamais trop tard pour s'intéresser et pour apprendre un domaine qu'on ne connaît pas et qui nous intéresse. On va passer au débat. Alors évidemment, il s'est lancé dans une aventure folle. Valentin, étudiant à l'IESEP à Paris, on le connaît tous, a décidé d'enquêter sur l'application Élysée. Après de nombreuses interrogations sur la transparence de l'application, il nous rejoint sur le plateau. Valentin, il va arriver tout de suite, ne vous inquiétez pas. Valentin est ici. Bonjour à tous. Merci Valentin de nous rejoindre. Alors on va te laisser parler dans un premier temps de l'application. Pardon ? Non, c'est pas grave. On va te laisser dans un premier temps parler de l'application et ensuite vous reviendrez dessus. Je crois que chacun l'a installé. Chacun a pris connaissance de l'application et pourra en parler avec Valentin. Valentin, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter l'application ? Alors, l'application, elle reprend le principe de l'application de rencontre Tinder. Donc, en fait, l'utilisateur est en face d'éléments de programme anonymisés. Et il glisse vers la droite ou vers la gauche s'il est d'accord ou pas d'accord avec ses propositions programmatiques. Et au bout de 50 propositions, il peut déjà voir les prémices des tendances d'avec quel candidat il est le plus compatible politiquement parlant. Alors du coup, je le disais, t'as eu des doutes sur cette application? C'est ça qui t'a amené à enquêter? Ou alors est-ce que t'as écouté, je sais pas, des rumeurs à droite à gauche? En fait, on s'est réunis avec des codeurs, des développeurs, et on a vu l'application qui a eu un succès fou en si peu de temps. Succès inattendu. Et oui. Et en fait, là, on s'est posé des questions. On s'est dit, mais d'où ça sort, qui est derrière cette application? Et puis, il y avait quand même certains bugs qui posaient des questions. Et puis, on s'est dit aussi pourquoi le code n'est pas open source, c'est-à-dire pourquoi il n'est pas accessible à tous. Alors donc finalement, une application qui au départ est créée pour servir les étudiants, les gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. Toi, tu vois autre chose en dessous de cette application? Est-ce que c'est malveillant et quelque chose de déguisé dans la conception de cette application, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être juste une erreur, on peut dire, de débutants, parce que je crois que ceux qui l'ont développée ne sont pas forcément habitués à faire des applications qui marchent autant? Je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions derrière cette application, sincèrement. Mais il y a un grand manque de transparence, en fait. Et je pense que les développeurs feraient vraiment bien d'être encore plus ouverts au dialogue. Alors on voit que petit à petit ils sont un peu plus ouverts au dialogue, mais on a vu qu'au début, quand on les interrogeait, le dialogue ne passait pas. Donc en fait, voilà, il faut venir vers le dialogue, et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a des erreurs pour les développeurs. Quand on leur parlait de biais algorithmiques, donc c'est-à-dire les biais algorithmiques, c'est en gros une partie du code dans un algorithme qui fait que l'algorithme ne peut pas être entièrement neutre dans son calcul. Et ces biais algorithmiques n'ont pas été reconnus au début, ils ont simplement parlé de bugs informatiques,
alors que c'était tout à fait avéré. Tu t'es servi de l'application toi personnellement? Est-ce que tu l'as installée, j'imagine, mais est-ce que tu t'en es servi personnellement? Tu as essayé de voir quelles mesures te convenaient le plus? Moi je m'en suis servi, mais en fait je m'en suis servi à des fins tout à fait journalistiques. Hein. Je l'ai un peu poussé à ses limites, l'application. Tout d'abord, je me suis mis d'accord avec tous les candidats pour voir ce que ça donnait. On voit qu'en fait l'application n'arrive pas à calculer un ex-aequo par exemple. Hein. On a un classement qui est fait quand même. Et comment il se fait le classement du coup, s'il y a un ex-aequo? C'est par un algorithme, il y a une personne qui est mieux classée qu'une autre ou c'est totalement aléatoire? Ouais, justement, en fait, c'est là, c'est donc sur le premier code, c'était en effet un biais algorithmique. En fait, il y avait un classement qui a été mis directement dans le code, où il y avait Emmanuel Macron en premier, etc. Donc en fait, il y avait un classement de 1 à 14 des candidats. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire pourquoi ce classement persiste, parce qu'on n'arrive pas à retrouver dans le code cette partie-là, mais encore une fois, hein, quand on arrive à l'ex-aequo, il y a toujours un classement qui est fait. Ouais. Tim, je me tourne vers toi, parce qu'il me semble que toi, tu as fait des recherches, tu as vu que l'application était surveillée désormais, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai vu que cette application, donc Élysée, elle avait été très récemment surveillée et qu'elle est toujours surveillée par la CNIL, puisque c'est une demande de certains internautes qui se posaient tout à fait des questions sur comment fonctionnaient les résultats sur l'application. Et d'après ce que j'ai lu, elle devrait nous donner donc ses conclusions d'ici quelques semaines. Des modifications, c'est à prévoir ou pas, Valentin? Tim, vous avez l'air d'avoir bien bossé. Il va y avoir une mise à jour, un changement, ou peut-être faire une nouvelle application, parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas encore dessus. Enfin, moi, j'ai l'application. Christiane Taubira, qui est annoncée candidate, n'est pas dessus. Des gens qui se sont retirés, notamment Arnaud Montebourg, est toujours sur l'application. Est-ce qu'il va y avoir des modifications, des mises à jour? En fait, la CNIL, elle enquête sur la collecte des données. Voilà. À savoir, avant, il y avait en effet une collecte des données. On prenait le code postal et la date de naissance, si je dis pas de bêtises. Ça a été supprimé de l'application. Et selon les créateurs, quand on fait la mise à jour et quand on rallume l'application, les données sont totalement supprimées des serveurs. Donc c'est ce qui a été déclaré. Donc à voir par la suite. Hein. Je trouve que c'est une bonne chose que la CNIL se penche dessus, d'ailleurs. Sur les candidats, un petit mot quand même. Il y a eu quand même ils sont un peu contredits en fait, les créateurs. Il y a 2 semaines, il y a un des fondateurs de Élise qui a été l'invité d'une émission Twitch d'Hugo Clément. Il a dit en début d'émission que dans l'application, il mettait uniquement les candidats déclarés officiellement. 10 minutes après, ils reviennent sur la question. Ils disent mais pourtant on a Emmanuel Macron qui est sur l'application, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Et là il a dit non, en fait ce sont ceux qui sont testés par les sondages qui sont dedans. Et là encore en fait ils sont rattrapés par les faits, parce que dans l'application on peut voir Philippon, on peut voir Asselineau. Dans les derniers sondages ils ne sont pas testés. Donc voilà. Kim, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas finalement un manque de professionnalisme pour ces gens qui ont voulu monter une application, qui sont pas des professionnels du codage, de la création d'applications, il me semble? Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que déjà t'as installé Élysée? Oui, moi j'ai installé Élysée. D'ailleurs j'ai vu que récemment elle avait été supprimée pas de l'Apple Store, mais de Play Store. Et moi j'ai Play Store et donc je l'avais supprimée, je n'ai pas pu la retélécharger, mais j'imagine que maintenant elle est redisponible. Je pense que c'est une application, dans le fond c'est un bon concept, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se désintéressent de la politique ou qui voudraient s'y intéresser mais qui ne s'informent pas de la bonne manière finalement. Et donc j'ai beaucoup de proches qui ont l'application Élysée, ça leur a donné envie finalement de s'informer sur la politique, mais voilà, il faut aller plus loin derrière, je pense, que de se figer sur l'application. Violet, on ne t'a pas encore entendu, sans dire évidemment tes intentions politiques, c'est pas le sujet de l'émission. On sait qu'il y a des candidats qui ressortent plus haut que d'autres avec l'application quand tu t'en sers. Est-ce que toi, ça correspond un petit peu à tes envies, à tes convictions, entre guillemets, sans évidemment donner d'informations? Est-ce que c'est cohérent, les choix qui ressortent? Moi, ça a changé plusieurs fois, donc je sais pas si... Enfin, ça correspond pas vraiment forcément à mes convictions politiques, mais je pense comme Kim que forcément ça peut inciter des jeunes à s'intéresser à la politique, donc le concept pour moi est bon. Après à voir, parce que quand je m'intéresse à l'application, je vois des propositions qui datent de 2017, donc peut-être actualiser les choses et puis que ce soit plus proche de la réalité, mais je pense que au moins c'est une base pour s'intéresser à la politique un petit peu, et après aller chercher par nous-mêmes, je pense que voilà, c'est mitigé.
Ok, Tim, toi, on t'a pas écouté sur la pertinence de l'application. Moi, pour rebondir sur Kim et Violaine, il y a un résultat, comment dire, il y a des enquêtes donc de l'IFOP sur les intentions de vote des jeunes qui, pour le moment, sont très très basses pour les 18-24 ans. Si je dis pas de bêtises, donc ça peut potentiellement les aider à se mettre en accord avec tel ou tel candidat. Mais après, il reste encore donc les problématiques liées à l'application sur comment se classent les différents candidats aux élections présidentielles. Alors Valentin, sans vouloir créer un autre débat, alors j'avais vu une information tourner sur les orientations politiques d'un des créateurs de cette application. Est-ce que tu as des informations dessus Alors, je suis encore dessus, mais là, en fait, c'est un argument qui est important, c'est que on n'arrête pas de dire mais oui, ils font des erreurs, mais en même temps ce ne sont que des étudiants, ils sont débutants, etc. Oui, mais ils sont aussi militants. Derrière cette application, il y a surtout un groupe qui est les engagés, qui est un groupe qui a pour mission de faire ramener les jeunes vers les urnes, etc. Donc c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font, je tiens à le dire. Et puis pour rebondir quand même sur le propos de Violaine, sur les candidats et les propositions, etc. En effet, dans l'application, il y a quand même quelque chose, c'est que, par exemple, pour Emmanuel Macron, voilà, on utilise son programme de 2017. Oui, ça c'est un souci qui revient souvent. Et puis il y a aussi 4 ans qui se sont passés. Il y a aussi il me semble, des mesures qui sont pour un candidat et pas pour un autre, alors qu'ils sont sur différents programmes. C'est assez compliqué aussi. Donc, comment c'est choisi? Est-ce qu'ils prennent les formats papier qui sont déjà sortis des années précédentes, ou alors est-ce que c'est fait au pifomètre, quoi? Parce que des fois. Justement, là c'est la grande question. Alors à savoir, pour les propositions, il y a 3 propositions programmatiques par sujet, par candidat. Donc, par exemple, si on prend l'écologie, chaque candidat a 3 propositions à chaque fois. Bon, c'est déjà un résumé très sommaire des programmes qui sont présents. Mais là, on ne sait pas du tout comment sont choisies les propositions, pourquoi on en choisit une autre, pourquoi on choisit celle-là, pas une autre, et sur quels critères. Ça, c'est important. Et puis, pourquoi on accorde une proposition à un candidat et pas un autre. Pour un exemple, pour être plus concret, sur le nucléaire, la sortie du nucléaire, c'est défendu par Jean-Luc Mélenchon, c'est défendu par Yannick Jadot, c'est défendu par Philippe Poutou, et pourtant dans l'application, la proposition sortir du nucléaire, elle est accordée uniquement à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir fait ce choix? Et là, il y a un flou, il y a un grand flou. Kim, de ton côté, alors on va te poser la question aussi, parce que moi je l'ai ressenti, donc je vous pose aussi la question à vous. Alors au niveau de certaines mesures, on a des explications en dessous. Moi je trouve quand même que on peut pas, je vais me faire l'avocat du diable, c'est sûr, mais il y a des fois on peut quand même leur accorder qu'il y a sur certaines mesures, il y a des bonnes explications. Les jeunes sont un peu plus concernés, parce que quand on écoute les politiques aujourd'hui, beaucoup, moi j'en connais, qui se sentent exclus des débats parce que les mots sont trop compliqués, parce qu'on rentre pas trop dans le fond, on va plus dans le flou. Est-ce que toi tu auras un avis par rapport à ça, parce que je sais que tu as regardé l'application? Oui, encore une fois, je pense vraiment qu'il est nécessaire de dire à tous les jeunes qui nous regardent actuellement, qui utilisent l'application, c'est bien, ils décrivent chaque proposition, mais quelquefois il faut vraiment aller chercher plus loin, quoi. Moi, il y a des mots que je n'avais pas compris dans les propositions, donc je regardais les explications, et après je me disais non, faut que j'approfondisse un peu plus, parce que toutes les propositions ont leur importance et il est important de les comprendre. Alors là je me tourne vers vous, parce que moi du coup je suis pas au courant de ça, mais est-ce qu'un candidat a déjà réagi sur cette application? Jean-Luc Mélenchon, si je dis pas de bêtises, notamment Jean-Luc Mélenchon, il avait posté un tweet concernant l'application en disant que lui-même n'était pas trop d'accord. Il voyait un petit problème aussi sur les débuts, vu qu'il n'y avait pas toutes les informations donc open source pour le code. Il avait fait un tweet en rapport avec l'application. C'était sur le fameux bug de l'ex-aequo, justement. Quand on est d'accord avec tout le monde, avant c'était Emmanuel Macron qui était... Alors du coup peut-être dans le plus concret, parce qu'on sait que cette application a été faite pour amener les jeunes à voter. Est-ce que Violaine, dans ton entourage, tu connais des jeunes, des amis, des proches, de la famille, on ne sait pas, qui ne vont pas voter, qui se désintéressent totalement de la politique? Il y a des jeunes autour de moi qui savent pas vraiment pour qui voter. C'est plus le fait de pas savoir pour qui aller voter que ne pas voter du tout. Je pense que, dans mon entourage en tout cas, on se sent tous à peu près concernés par le fait d'aller voter. Juste, on est un peu perdus. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous regarderont aussi, de savoir vraiment vers qui aller. Donc c'est vrai que pour ça, je trouve que l'application peut être intéressante. Après, tous les bugs ou tous les problèmes à régler, est-ce que après ce sera encore mieux?
C'est ce qu'on leur souhaite finalement, et on souhaite avoir de nouvelles réponses sur l'enquête. Merci Valentin d'avoir été avec nous, merci pour ton travail aussi. On poursuit tout de suite, alors dans le même thème, une chronique politique avec Tim. Donc depuis quelques jours, le scandale autour des EHPAD Orpea prend de l'ampleur. Tim, où en est la situation ? Donc après le scandale dans les EHPAD du groupe Orpea, c'est actuellement aujourd'hui donc le groupe Corian, qui est donc un autre groupe qui est ciblé donc par des témoignages sur des soupçons de maltraitance. En effet, c'est l'avocate Sarah Salman qui a été contactée ces dernières semaines par plus de 150 familles et de nombreux salariés pour intenter une action en justice. Elle prévoit donc de lancer ces procédures en mars prochain contre le groupe Orpea et en avril contre le groupe Corian. En se regroupant, donc, ces familles espèrent faire le poids sur ces grands groupes qui existent depuis plus d'une vingtaine, voire une trentaine d'années pour le groupe Orpea. La question que certains se posent est comment se fait-il que ces histoires de maltraitance ne soient pas sorties plus tôt ces derniers temps. Donc là, par exemple, dans l'émission d'Élise Lucet, qui doit sortir normalement le 16 février prochain, donc Cache Investigation, la célèbre émission, elle devait être consacrée donc au géant McDonald's. Cependant, elle sera déprogrammée et remplacée donc par le sujet actuel concernant le scandale des EHPAD, a-t-elle annoncé il y a 4 jours sur Twitter. Alors, tu en parlais plus tôt, les gens se demandent pourquoi est-ce que l'information n'est pas sortie plus tôt, mais d'où est sorti ce scandale finalement ? Alors c'est en quelque sorte quelques semaines après l'onde de choc provoquée par la sortie donc du livre enquête Les Fossoyeurs, rédigé par le journaliste indépendant Victor Castanet, où il y dénonce un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale et les repas des résidents y seraient rationnés en fait afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, donc la rentabilité du groupe de l'EHPAD. Alors hier, la directrice générale du groupe Corian, Sophie Boissard, était sur C'est à vous. Qu'est-ce qu'elle a déclaré ? On attendait tous sa réponse. Alors elle a annoncé hier sur C'est à vous que les différentes entités du groupe français, puisqu'ils sont également à l'international, mais le groupe français Corian ont généré en 2021 plus de 2 milliards d'euros de revenus, dont 60% des salaires, dont 60% seraient donc pour les salariés. Elle a également parlé donc de 400 millions d'euros d'impôts et des 50 millions d'euros pour les actionnaires, dont la moitié serait normalement réinvestie. Alors, y avait-il une omerta, donc une loi du silence sur ces années de maltraitance envers les personnes âgées ? Et comment alors, de nos jours, peut-on faire confiance à des groupes qui ne cherchent qu'à faire du bénéfice sur le dos de nos seniors ? Alors en tout cas, on le voit, beaucoup de questions auxquelles on ne peut toujours pas répondre. On espère avoir des réponses, comme pour Élysée, c'est histoire de faire une petite transversale, comme on dit. Donc évidemment, en plus, un sujet qui nous concerne tous. Donc merci Tim en tout cas. Et puis on suivra ça sur Studio 10, sur les réseaux sociaux ou dans la prochaine émission peut-être. Négligé par certains, immanquable pour d'autres, le petit déjeuner est réputé pour être le repas le plus important de la journée, Kim. Voilà, un sujet un petit peu plus léger. Oui, mais ça c'est sûr. Ouais. Qui n'a jamais entendu cette fameuse phrase le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc c'est vrai que manger le matin, c'est une manière de bien commencer sa journée finalement. Et il y a de nombreuses études qui ont prouvé l'importance du petit déjeuner. Ce dernier est un repas léger et équilibré qui doit nous apporter assez d'énergie finalement pour tenir tout au long de la matinée. Ça nous permettrait d'être assez concentrés, de rester productifs tout au long de la matinée et puis voilà, de bien mémoriser. Alors on écoute toujours cette phrase, mais la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des études particulières dessus ? Il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'experts dénoncent une certaine propagande en fait, des firmes agroalimentaires. Effectivement, il faut le souligner, beaucoup de ces études ont été réalisées, financées du moins, par les agroalimentaires qui donc bénéficient directement finalement du résultat. Oui. Mais bon après, si on réfléchit tous ensemble, c'est vrai que manger avant d'aller en cours, manger avant d'aller au travail, ça a ses avantages. Effectivement, si à partir de 9h du matin votre ventre gargouille, alors vous allez être très vite déconcentré, vous allez avoir envie de manger pour calmer cet appétit grandissant, et donc vous allez programmer votre corps à avoir faim constamment et à manger un petit peu tout le temps. Et ça, c'est pas très bien. Alors du coup, l'avis de Kim, l'avis d'expert de Kim, pro en cuisine, est-ce qu'il faut manger le matin ou pas ? Parce que je me pose la question, est-ce que je mange le matin j'attends, Ethan, le principal, ce qu'il faut vraiment faire, c'est trouver son équilibre et après suivre cet équilibre. Si vous avez l'habitude de ne pas manger le matin ou de manger très peu le matin, mais que votre matinée se déroule très très bien, alors ne changez pas vos habitudes. Si au contraire, vous avez faim dès 9h du matin et que vous avez envie de grignoter toute la matinée, alors c'est peut-être le signe pour vous d'instaurer le petit déjeuner dans votre routine.
En effet, cet apport en nutrition, cet apport nutritionnel va vous permettre justement de ne pas grignoter jusqu'à midi. Et ça, c'est important. Je voulais partager avec vous les résultats d'une enquête qui a été faite par The American Journal of Epidemiology. Et donc, ils ont démontré que les personnes qui ne prenaient pas de petit déjeuner le matin étaient plus souvent touchées par les troubles du comportement alimentaire ou par l'obésité. Donc, gardez bien en mémoire que le fait de sauter son petit déjeuner n'aide pas forcément au régime. Enfin, si vous n'aimez pas manger au saut du lit, alors faites en sorte que le petit déjeuner soit la dernière étape de votre routine. Après la douche, la coiffure et peut-être la lecture de l'actualité, gardez du temps pour manger. Alors, je parle en mon nom, mais aussi au nom de d'autres. Je regarde Tim, je regarde Louise. On est souvent en retard, étudiant. Alors moi, je suis tout le temps à l'heure, évidemment, on me connaît. Je suis arrivé le premier ici aujourd'hui pour préparer l'émission. On dit tout. Donc, je sais que certains sont souvent en retard. Donc, c'est compliqué quand on a un bus à prendre. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend son casse-route avec soi? Je comprends bien. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps le matin. Généralement, on s'accorde 1 heure pour se préparer. Donc, soit on se lève plus rapidement, on se lève en avance pour avoir le temps, soit on apprend à cuisiner des plats rapides pour le petit déjeuner. Et aujourd'hui, si je suis ici avec vous, c'est pour vous partager finalement une recette rapide, saine et gourmande qui pourra vous être utile. Donc voilà, vous prenez une banane, vous y ajoutez un œuf, ensuite 400 ml de lait. J'utilise du lait d'avoine, mais tout lait fonctionne bien évidemment. 40 g de farine, un petit peu de levure, vous pouvez la remplacer par du bicarbonate de soude qui est plus naturel et qui a les mêmes effets gonflants. Et puis ensuite, une fois que votre poêle est bien chaude, vous pouvez commencer à faire vos pancakes. Vous pouvez y ajouter quelques noix et les plus gourmands rajouteront du chocolat. Et voilà. Vous avez des pancakes rapides et sains. Finalement, c'est parfait pour le petit déjeuner. Eh ben oui, et on invite tout le monde à la refaire. Et d'ailleurs, tu nous en feras la prochaine fois pour la prochaine émission, évidemment. Si vous voulez. On va conclure avec peut-être le plus important. Je vais la jouer cliché, évidemment. Souvent gâché par les prestations du Paris Saint-Germain ces dernières années en Ligue des Champions. Cette année, la Saint-Valentin reprend ses pleins droits. L'occasion pour Violaine de vous donner ses idées pour la soirée avec un grand L, à ne surtout pas manquer. Et oui, la Saint-Valentin, fameuse fête des amoureux approche. Donc j'ai cherché pour vous des idées d'activités pour tous les goûts, tous les budgets dans la capitale. Donc je vais commencer pour les plus romantiques d'entre vous. Un petit peu cliché, vous me direz, mais le dîner en bateau-mouche reste un classique et une valeur sûre. Profitez des illuminations de Paris et des monuments, tout simplement, tout en dînant. Pour 150 € environ, vous pouvez avoir 2 coupes de champagne, une entrée, un plat et un dessert au fil de l'eau. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, manger, c'est bien, mais je trouve que savoir cuisiner, c'est mieux. Donc je vous propose de passer 2 heures en cuisine avec un chef pour découvrir tout simplement les saveurs du monde. De quoi mettre fin aux tensions dues au plat raté en fait. donc tout ça se passera dans le 2e arrondissement et pour 65 € par personne. Ensuite, plus insolite, je propose d'opter pour un escape game en se replongeant en pleine Renaissance italienne. Donc c'est une activité parfaite pour repartir plus soudé que jamais de cette expérience et ce pour 25 €. Donc l'activité est située dans le 20e arrondissement. Et poursuivons avec des petits plaisirs, donc là je pense que ça plaira à beaucoup de monde, apprendre à masser et même à recevoir un massage. C'est possible pour 40 € la séance et ça laissera, forcément vous allez repartir avec des qualités qui laisseront personne indifférent, faut le dire. Donc les cours sont proposés par The Massage dans le 10e arrondissement. N'oublions pas que cette fête célèbre l'amour et que nous pouvons faire plaisir à nos proches. Le but n'est pas de déprimer si nous ne sommes pas en couple. Les adresses, bien sûr, seront à retrouver sous la vidéo. Voilà, alors n'hésitez pas. Alors, en tout cas, j'en ai vu un prendre des notes. Tim, tu n'as rien prévu parce que là, je te vois prendre des notes depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que tu as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ou alors t'attends? C'est une fête qu'on peut dire économique également, parce qu'elle fait du bien au pays. Mais alors, pour ma part, je ne sais plus quoi faire.
Donc je vais écouter Violaine et je vais regarder les adresses. Alors Violaine, spécialiste de l'adresse, toi j'imagine que t'attends, c'est plus... Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est les garçons qui doivent proposer? Est-ce que c'est les filles qui doivent proposer le rendez-vous? Comment ça se passe? Et aidez-nous alors. Alors moi j'ai Comment fait ça se la passe chronique, maintenant j'attends de savoir ce qu'on va me proposer, donc voilà, Alors Louise, toi comment ça se passe? Pareil, est-ce que t'as préparé? T'attends qu'on te propose? Alors je pense que c'est bien d'avoir chacun des idées Ouais. et de se mettre d'accord à la fin parce que au final sinon il y en a un qui est jamais content. Mais je pense qu'un petit dîner en amoureux c'est parfait. Au moins tout le monde ressort heureux de là. J'en connais un qui va prendre des notes. Tim, du coup, toi, je pense... Non, mais non, c'est pas pour toi. Je parlais pas pour toi, vraiment. Du coup, donc toi, j'imagine, t'attends plus que... Justement, quand elle parle d'avoir les idées communes, toi, ça t'arrange parce que du coup, vu que t'as pas trop réfléchi pour le Non, coup, bah alors justement, moi je sais que ce qu'on fait avec ma compagne, c'est qu'on se divise, on va dire, les fêtes. Imaginons, moi je fais la Saint-Valentin, ok, bah tu feras on va dire, les fêtes des années ensemble. Donc bah au final, on se met toujours un petit peu d'accord sur qui va faire quoi pour avoir le choix. Ouais, c'est un vrai planning. Bah, du coup, quand je parle de planning, d'organisation, je pense tout de suite à Kim. Alors du coup, Kim, est-ce que toi, tu as déjà des idées ou alors est-ce que c'est ton Valentin qui réfléchit Cette année, c'est mon Valentin qui a tout fait. Apparemment, c'est déjà tout prévu. Mais je pense que c'est une fête aussi qui célèbre l'amour en général et qu'il ne faut pas oublier ses proches, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs et tous ceux qui sont célibataires, parce qu'en fait, c'est juste pour diffuser de l'amour. Et puis nos amis aussi. Les activités, on peut faire aussi des activités entre amis. Des fois, même s'offrir une petite fleur, ça fait toujours plaisir. Donc oui. voilà. Et puis voilà, comme tu as dit, ne déprimez pas, on a tous été seuls un jour, on a tous été seuls, on n'a pas tous démarré comme ça, donc ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Merci à vous en tout cas d'avoir été... Déjà, merci à vous pour votre fidélité, et merci à vous d'avoir fait vivre l'émission tout simplement. Merci Tim, merci Kim, merci Louise, merci Violaine, merci à son régie, merci pareil au prompteur, il y a trop de merci à faire, donc voilà. Bonne fête en avance, Studio 10 souhaite une bonne fête au Valentin par avance, et puis on vous dit à bientôt sur Studio 10.